Bonjour, mesdames et messieurs. J'ouvre la session. Je souhaite la bienvenue pour les collègues de l'Assemblée nationale de la France. Moi, je préfère te parler en irlandais, je m'excuse, mais la traduction marche normalement parfait. Alors, tout le monde parle comme il veut. Alors, moi, je préfère de parler en irlandais. Dus, dames en heren, welkom allemaal in dit parlement, in de Commissie Defensie. Het is voor mij een eer en een genoegen om hier de vertegenwoordigers, les députés français, te kunnen ontvangen. En ik stel voor dat we een gedachtenwisseling hebben. Ça marche? Oui. Waarbij iedereen die wenst een korte uiteenzetting te geven. Er zijn veel interessante vormen van samenwerking die Frankrijk en België hebben op vlak van defensie. We hebben heel wat samen gedaan in Afrika. Er zijn ook heel wat industriële samenwerkingen, capacitaire verwervingen die op dit moment volop aan de gang zijn. En er is natuurlijk ook de Oekraïne-oorlog die volop woedt, waar we ook een gemeenschappelijk project lopende hebben. Kortom, ik denk dat het moment dat we hier samen zijn een uitstekend moment is om van gedachten te wisselen. Ik heb begrepen dat jullie een druk programma hebben, dat je juist van, als ik mij niet vergis, van bij de minister komt. Dat er waarschijnlijk ook nog andere contacten op de agenda staan, maar het is voor ons een eer en genoegen dat jullie ook tijd willen vrijmaken om met ons even van gedachten te wisselen. Monsieur le Président, est-ce que je peux vous donner la parole pour une introduction, s'il vous plaît? Donc j'appuie ici. Alors, merci beaucoup, chers collègues présidents. C'est pour nous un très grand plaisir d'être ici aujourd'hui à Bruxelles à votre rencontre. Alors je suis accompagné de 3 collègues parlementaires. Jean-Louis Thiriot, qui est vice-président de la Commission. La Commission de la Défense en France est composée d'environ 70 députés, dont 4 vice-présidents. D'ailleurs, c'est l'occasion aujourd'hui de mieux nous connaître entre nous. Donc on aura sans doute l'occasion d'échanger sur comment fonctionnent nos parlements, comment fonctionnent nos commissions. Mais la Commission de la Défense en France, à l'Assemblée, est l'une des 8 commissions permanentes. Et comme en France, il y a 577 députés, la Commission de la Défense, chaque commission est composée d'environ 70 députés qui représentent bien entendu l'ensemble des groupes politiques. Et d'ailleurs, plusieurs groupes politiques sont représentés ici. Donc, Jean-Louis Thiriot, donc député de Seine-et-Marne et vice-président, qui travaille sur de nombreux sujets, notamment sur la question industrielle et de la BITD. Sabine Thillaye, qui est députée d'Indre-et-Loire, qui aura aussi l'occasion de se présenter et qui a comme particularité d'énormément travailler sur les questions de défense européenne. Elle est elle-même franco-allemande et donc elle aide aussi à fluidifier et à la compréhension mutuelle. Et Jean-Philippe Ardouin, qui est également député de Charente-Maritime, qui est un fin connaisseur également des questions de défense, puisque c'est son 2e mandat à la Commission, et notamment sur les sujets de ressources humaines, sur les sujets de territoire, de comment la défense s'intègre dans les territoires. Il a une belle expérience. En tout cas, merci beaucoup de nous accueillir ici. Je crois que la relation entre la France et la Belgique est vraiment exceptionnelle du part de notre histoire. On a mené 2 grandes guerres mondiales ensemble, de notre géographie très proche. Votre ministre de la Défense nous disait qu'il habitait à 30 km seulement de la France. Moi, quand je rentre de Paris pour revenir dans ma circonscription, je mets 4 heures. Quand je viens à Bruxelles, je mets 1h15. Ah ouais. Enfin, c'est plus proche de venir ici quasiment que de rentrer chez moi. En France, on a, je crois, 150 000 Belges, il y a 300 000 Français qui sont ici. Donc, au quotidien, ce sont tant de relations entre nous et des partenariats majeurs, tant sur le plan diplomatique, commercial, en matière de défense. Et donc, si on est à Bruxelles, nous, c'est avant tout déjà pour célébrer ce partenariat et de remarquer que beaucoup de choses fonctionnent, qu'on est ensemble dans ce grand projet européen et on peut s'en satisfaire. Alors, nous, le point également, c'est de venir là vous rencontrer, nos homologues, pour engager cette relation interparlementaire, parce qu'on pense que dans la relation entre les pays, au-delà des relations entre les diplomates, entre les gouvernements, entre les militaires, la relation interparlementaire est très importante, parce que
on est chacun très connecté à nos populations et à ce qu'elles pensent directement. Et puis on a un dialogue qui peut être parfois un peu plus franc que le dialogue diplomatique. On peut se parler très franchement. Et c'est un dialogue en plus qui résiste au changement de gouvernement de part et d'autre. Et donc je pense que ce dialogue interparlementaire, il est très riche. Et je suis content qu'aujourd'hui on puisse installer ce contact entre nos commissions. Et j'espère qu'aujourd'hui ça sera aussi l'occasion de voir comment on peut densifier ce contact au-delà de cette première rencontre. Bien entendu, on vous accueillerait avec plaisir en France. Et il y a peut-être également des missions communes qu'on peut avoir. Récemment, vous avez déployé des troupes en Roumanie aux côtés de nos troupes. Si on avait eu ce contact, on aurait pu aller ensemble les voir. Nos militaires qui sont sur le terrain ensemble, on aurait pu les voir ensemble. C'est l'occasion avec vous également, je pense, aujourd'hui, de faire le point sur la relation bilatérale de défense. On fait tellement de choses en commun, que ce soit au niveau opérationnel, au niveau capacitaire, dans les projets qu'on peut mener ensemble. Et puis c'est également l'occasion peut-être d'échanger sur la situation internationale et notamment sur notre compréhension de ce qui se passe en Ukraine et de la position de nos pays et de comment on peut davantage aider. Et enfin, j'allais dire, d'être ici aujourd'hui, c'est mettre du carburant aussi à la relation bilatérale pour toujours la faire progresser, toujours penser, j'allais dire, au projet du futur. Alors voilà, on a de nombreuses coopérations. Moi, je suis également vraiment à votre disposition pour parfois répondre s'il y a des sujets qui vous interrogent et très, très demandeur avec vous d'essayer de construire la feuille de route de ce que nous pouvons faire ensemble dans les prochains mois et les prochaines années. Voilà, Monsieur le Président. Dank u wel. Ik denk dat dat een perfecte aanzet is om een gedachtenwisseling te hebben, waar ik graag heb dat de verschillende collega's die dat wensen ook een aantal gerichte vragen kunnen stellen, opmerkingen formuleren, aanbevelingen kunnen maken. Zijn er mensen die iets willen vragen of tussenkomen? Ik open hiermee een vragenronde. Oui. Monsieur Flao, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers collègues, je crois qu'effectivement, vous l'avez dit, Monsieur l'Ambassadeur, j'aurais dû commencer par vous saluer, vous, ainsi que l'attaché de défense. Je crois effectivement qu'on doit toujours se réjouir des relations bilatérales parce qu'on ne peut réussir le multilatéral que si on réussit le bilatéral. Et à côté de la diplomatie traditionnelle, celle que l'on connaît, il y a d'autres types de diplomatie et incontestablement, la diplomatie parlementaire a tout son sens, comme d'ailleurs la diplomatie de défense a aussi son sens. Et il est clair qu'entre la France et la Belgique, il y a une longue histoire, ponctuée comme toujours de moments heureux et de moments plus difficiles. Il y a des opérations qui n'ont pas abouti comme on aurait souhaité qu'elles aboutissent, enfin pour certains d'entre nous. Que vous sachiez, je suis du Parti socialiste, donc voilà. Mais en clair, on aurait souhaité peut-être avoir d'autres types d'achats d'avions que celui que nous avons fait avec les F-35. Mais vous devez savoir que dans notre pays, petit, mais avec les différentes communautés, il y a des sensibilités différentes au nord, au centre et au sud du pays, et que le nord est souvent plus orienté vers l'autre côté de l'Atlantique que le sud est plus proche de la construction européenne. L'autre élément, si quelqu'un n'est pas d'accord, il n'a qu'à le dire. L'autre élément, c'est qu'il y a eu des achats qui ont été faits et les tendances se poursuivent également. Avec la France, sur les opérations bilatérales, on en a fait. Et j'ai eu l'occasion, quand j'étais ministre de la Défense, de travailler avec une excellente collègue, Madame Michèle Ayomari. C'est avec elle qu'on a fait effectivement le plus de coopération et de partenariat sur le terrain. On a fait l'opération en Ituri, à l'est du Congo. On a aussi décidé de partager la formation de nos pilotes. Nous avions des alphas, beaucoup, et peu de candidats pilotes. En France, vous avez beaucoup de candidats pilotes et vous avez moins d'alphas, et donc on allait à Gassou. Et
on aurait pu effectivement poursuivre des opérations dans d'autres matières. Ça a été décidé autrement par la suite. C'est peut-être dommage parce que la politique de défense, pour l'instant, c'est un peu comme le mythe de Sisyphe. Il faut recommencer chaque fois. Alors, en ce qui concerne moi, ce qui m'intéresserait, c'est un peu de voir, bien entendu, les achats qui sont prévus maintenant dans certains matériels terrestres, aussi matériel naval. Mais ce qui m'intéresserait aussi, c'est d'avoir votre avis de l'Assemblée nationale française par rapport à ce qui se passe à l'est de notre continent européen, avec toutes les conséquences que cela a sur le quotidien de nos concitoyens, avec finalement les tentatives de dialogue qui ont été amorcées notamment par le président Macron avec le chancelier Scholz. Et puis tout ça a été plombé par d'autres interventions dans une Europe qui est plus que divisée derrière une apparence d'union dans sa réaction aujourd'hui. Et de savoir un peu comment vous envisagez, vous, l'évolution de cette situation. Parce qu'avec aussi toutes les répercussions par rapport à l'Afrique. La présence française est un peu malmenée en Afrique. Le Mali, c'est fini. D'autres endroits risquent de se terminer aussi. Il y a des tentatives de présence au centre du continent africain, mais ça ne se fait pas dans les meilleures conditions. Je sais que nous collaborons ensemble pour notamment la formation de l'armée aussi dans le cadre d'un projet européen. Mais je voudrais un peu savoir comment, à votre niveau, vous percevez finalement le réaffirmissement du lien qui n'aurait jamais dû se détendre entre l'Afrique, sans faire du néocolonialisme, parce que c'est ça notre problème, on transpose nos modèles et ça ne marche pas, et ça ne marche plus, et faire en sorte comment on peut, de façon intelligente, revoir ce lien de solidarité entre les deux continents, parce que finalement notre avenir il est là. Nous avons une population vieillissante dans tous nos pays européens, en Russie, en Chine, tout le monde vieillit, sauf en Afrique où il y a une population très jeune qui effectivement assurera peut-être notre avenir. Voilà, c'est quelques questions que je voulais poser. Si elles sont dérangeantes, ça ne me dérange pas de les avoir posées, parce que finalement ça me mettrait mal à l'aise de ne pas les poser, ça me resterait sur l'estomac et c'est très mauvais. Voilà, merci beaucoup. Meneer Pellen. Ik was nog aan het nadenken, meneer de voorzitter. Ik dacht dat u de orde van de fracties ging aflopen. Ik ben zeer blij om hier de collega's te ontmoeten. Frankrijk is een zeer belangrijke partner voor ons. Het is het altijd geweest. Het is het nog meer geworden sinds de vorige regering. Met onder andere u, meneer de voorzitter, uw minister, uw partijgenoot en uiteraard ook mijn partij die toen ook al die al lang in de regering zit, toen ook al. Ik was er wat vragen aan het bedenken eigenlijk. Ik was inderdaad onder indruk trouwens van het volume van die commissie. Ja, Frankrijk is natuurlijk ook een zeer groot land. Is natuurlijk ook een groot parlement, maar dus 60. Op vlak van, als we zien hoe dat wij moeten puzzelen op vlak van onze agenda's, meneer de secretaris, dan kan ik me voorstellen dat dat daar nog wel iets anders is. Ik heb hier een aantal puntjes opgeschreven. Is dat vooral in verband met het personeel? Had ik graag een keer een mening gekregen. Hoe jullie omgaan met de problematiek van de attritie. Binnen Defensie, daar is het een en het ander rond te doen. Bij ons hier in België, zowel in de opleiding als bij de mensen die een militaire carrière al zijn gestart, zien we de laatste tijd toch verontrustende cijfers op vlak van dus die uitstroom. Jonge militairen die dus zeggen van het stopt voor mij. Of mensen die zelf in een opleiding eigenlijk zeggen van de verwachtingen die ik voor mij had, die zijn toch niet de realiteit en dus ik vertrek opnieuw. Is dat ook een debat bij de Franse krijgsmacht? Op welke manier gaan jullie daarmee om? Is dat een prioriteit voor jullie? Valt dat allemaal beter mee dan bij ons? Graag jullie insteek daaromtrent. En dan ten tweede had ik een aantal vragen hier genoteerd omtrent wapensystemen, verschillende systemen. De Leclerc-tank.
Een eerste vraag. Ik ben nogal een tankliefhebber, dat weten de Belgische collega's. Ik blijf erbij dat er, meneer Flao weet dat ook van mij, dat er daaromtrent in het verleden beslissingen zijn genomen in België die verdedigbaar waren in de context van dat moment. Eind jaren 90, begin jaren 2000. Maar die natuurlijk nu door de feiten voor een groot stuk achterhaald zijn. Hoe zien jullie dat? De Leclerc-tank, als ik goed begrepen heb, de productie heeft daar ook al een tijdje van gestopt. Binnen Camo komt daar een vervolg aan. Wachten jullie verder op het Main Ground Combat System? De Eurotank kortweg genoemd. Zo ja, wat is jullie? Want ik heb daaromtrent onlangs, ik denk dat ondertussen al een jaartje geleden is minstens, een nogal negatief rapport gelezen vanuit de Assemblée. Omtrent eigenlijk, ja, de ontwikkeling, dat daar toch een zware vertraging op zit. Dus graag jullie input daaromtrent. Dan in verband, ik ga het overlopen, wat rijdt, vliegt en vaart. In verband met wat vliegt heeft België inderdaad gekozen voor de F-35. Na een zeer objectieve, duidelijke procedure is die keuze gemaakt geweest. Uw land vliegt natuurlijk met Rafale, ook een zeer degelijk toestel. Dat is het debat momenteel niet. Maar hoe zien jullie die toekomst van die Rafale? Wachten jullie echt duidelijk op... Ik neem aan dat jullie geen rekening houden met de Tempest en de Next Gen van Lockheed Martin, maar dat jullie natuurlijk op het... ik vergeet het altijd, het SCAF of de FCAS. De SCAF is in het Frans en FCAS is in het... ik sla ze altijd door elkaar. FCAS is Engels, SCAF is Frans. Wachten jullie daarop? Wat is precies de termijnen daar? Hoe zien jullie dat? En last but not least ben ik zeer verheugd dat ook onze marines eigenlijk elkaar lijken gevonden te hebben. Wat wij op vlak van de landcomponent doen met Frankrijk, dat is iets wat wij al veel langer doen met Nederland op vlak van de marinecomponent. België neemt afscheid van de CMT's, de tripartite mijnenjagers, vanaf over 2 jaar, als ik me niet vergis. De Nederlanders hebben er daar ook een aantal van gekocht. Die vaartuigen die worden gebouwd bij Naval in Bretagne. Frankrijk vaart ook met CMT, heeft er nog een aantal. Er zijn er ook al een aantal uit de vaart genomen, een aantal vertrokken. Hoe zien jullie die ontwikkeling op vlak van de mijnenjagerscapaciteit bij de Fransen? Op welke manier gaat dat in zijn werk gaan bij jullie? Zijn daar misschien ook verdere mogelijkheden? Is dat een debat, verdere mogelijkheden om bijvoorbeeld met de Belgen en de Nederlanders te gaan samenwerken? Een laatste puntje, dat is een opmerking. Het is niet zozeer een vraag, maar eventueel wat feedback, wat antwoorden daarop trend. Het is, ik volg dat op de voet, bijvoorbeeld de industriële return voor ons land. Dat is ook een debat. Ik heb wat op de website zitten zoeken bij jullie. Ook een debat in Frankrijk geweest recentelijk. Het is ook een stevig debat geweest de laatste maanden in België. Er zijn daar verschillende initiatieven rond. Mevrouw De Donder, onze minister, heeft daar ook wat initiatieven rond genomen. Maar die industriële return, artikel 346, is uiteraard voor ieder land belangrijk. En wat ik verneem vanuit de industrie, wat ik hoor vanuit de industrie, is dat dat niet altijd even duidelijk is. En voor ons als parlementsleden is dat ook niet altijd even duidelijk. Bijvoorbeeld voor de Griffon hebben we wat informatie gekregen. Over de Jaguar bijvoorbeeld blijft dat toch relatief onduidelijk op welke manier dat zal georganiseerd worden. Dus ik wil hier echt wel een lans breken, punt maken, dat in de toekomst, als we verder gaan, wat we zullen doen, die doctrine is duidelijk en ik sta er ook 100% eigenlijk achter, met bijvoorbeeld Camo, dat als we dan over de VBAE, Véhicule Blindé à l'aide d'Engagement, gaan spreken, dat we daar denk ik sneller in het debat moeten die industriële samenwerking, die industriële sokkel, die moet versterkt worden van onze beide landen, moeten meenemen in een open en vrij debat daaromtrent. Maar dus, collega's, ik dank jullie voor jullie komst. Ik dank jullie voor die mogelijkheden en ik kijk alvast uit naar het verder zetten van het debat straks. Madame Tilay. Dank u wel, Monsieur le Président. C'est juste une petite suggestion, puisqu'on ne se connaît pas. Est-ce que les collègues pourraient éventuellement juste rapidement se présenter et de dire à quel groupe politique ils appartiennent comme,
Et peut-être aussi rapidement, peut-être faire un tout petit tour de la commission de défense de votre Parlement. Nous avons dit que nous avons 70 membres. Nous sommes, peut-être je peux faire un petit aparté aussi, nous sommes au cœur aussi d'une capitale européenne. Nous avons une commission des affaires européennes aussi à l'Assemblée et ces 48 membres sont aussi tous dans une autre commission, une commission permanente. Donc pour moi, c'est affaires européennes et commission de défense, juste pour, voilà, et de voir si vous avez aussi, vous, une loi de programmation militaire sur laquelle vous intervenez, oui ou non, mais pour avoir un tout petit aperçu du fonctionnement de cette commission. Merci beaucoup. Ik zal dat met plezier op mijn rekening nemen. Voor onze commissie is dat een van de 12 vaste commissies hier in dit parlement. Dus de commissie Defensie bestaat uit 17 leden. De helft ongeveer is hier vandaag aanwezig. Dus wij komen wekelijks samen. En daarnaast heb je dus de hoofdcommissie Defensie en heb je ook nog een aantal subcommissies. En een van die subcommissies is de commissie Leger aankopen en leger verkopen. Is zo'n commissie die samenkomt op het moment dat er een aankoopdossier voor ligt. En is er ook de commissie Buitenlandse Missies. Dat zijn telkens besloten commissies, dus achter gesloten deuren. En waarbij dat we dus briefings krijgen hoe ver het staat met bepaalde missies in het buitenland. Dus op die manier worden we ook vanuit Defensie op een goede manier gebriefd met dus die vertegenwoordigers in die subcommissies. Ik zal het ook voor mijn rekening nemen om duidelijk te maken wie telkens aan het woord komt. De eerste spreker die beknopt tussenkwam is collega Flauwe. André Flauwe heeft het zelf ook al gezegd dat hij oud-minister is. Terecht heeft hij daar melding van gemaakt van de PS, dus van de Waalse socialisten, als ik dat zo mag bestempelen. De tweede spreker was Jasper Pillen. En Jasper is van de Vlaamse Liberalen, de Open VLD. De volgende spreker die ik graag aan jullie voorstel is Guillaume Defossé van de Ecolo-Groen-fractie. Dus de Groen-fractie is eigenlijk de enige fractie... Nee, er zijn 2 fracties die zowel Vlamingen als Franstaligen tellen. En dus Guillaume maakt deel uit van de Ecolo-Groen-fractie, dus de Groenen, maar hij is Franstalig. Dus s'il vous plaît, monsieur Defossé. Merci, Monsieur le Président, pour cette présentation. Bonjour à tout le monde et bienvenue à Bruxelles. Merci d'être là. Comme le disait le collègue Flao, c'est vrai que la diplomatie parlementaire, moi j'y crois beaucoup. Je pense que c'est très important qu'on ait ces moments d'échange entre nous de manière régulière, que ce soit ici ou au sein d'assemblées internationales où nous pouvons siéger dans certaines assemblées parlementaires. Et donc vraiment bienvenue et merci d'être là. J'ai 2-3 remarques, je ne veux pas être très très long. Tout d'abord, c'est vrai que je partage un peu la même question de nouveau que le collègue Flao sur ce qui se passe à l'Est aujourd'hui de l'Europe. On sait que c'est évidemment extrêmement inquiétant. Je crois que ça démontre la nécessité que nous avons aujourd'hui de construire une Europe de la défense réellement solide, intégrée, qui comble le maximum nos capacités déficitaires. Nos déficits capacitaires, pardon, je vais y arriver. Et donc je crois que c'est vraiment, extrêmement important. Et moi, j'aurais bien voulu avoir votre avis là-dessus, sur la nécessité de construire ça plus encore. Je pense que votre présence démontre que pour vous, c'est important, bien sûr. Mais je crois que nous devons construire, en tout cas, le pilier européen de l'OTAN. Aujourd'hui, ça nous montre à quel point on a des grands manquements. Et je trouve que la réponse européenne n'a pas été mauvaise, finalement. On voit que quand il y a une crise, tout d'un coup, on comprend que c'est extrêmement nécessaire de construire ce pilier européen de l'OTAN, parce qu'aujourd'hui, nous sommes, je crois, très fort dépendants des États-Unis, et ça se marque très fortement. On regarde quand même, avec parfois une crainte, ce qui se passe au niveau politique aux États-Unis. Si dans les 2 ans, l'année prochaine, les élections présidentielles, on voit que certains présidents, certains candidats ont une vision très américano-centrée de ce qu'ils doivent faire. C'est sûr qu'on va avoir un problème à un moment ou à un autre. Et on sait qu'à l'époque, Trump hésitait toujours, dire l'OTAN, oui, mais enfin, est-ce que oui ou non, on va rester dans l'OTAN, est-ce qu'on va pas laisser se débrouiller? Donc je pense que c'est important que nous puissions créer cela, et j'aurais voulu avoir votre retour là-dessus. La deuxième chose, c'est la question africaine. J'y suis très attaché. Ah non, peut-être avant ça.
La question de la dissuasion nucléaire. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine démontre quand même certaines limites de la dissuasion nucléaire. On voit qu'on flirte depuis plus d'un an avec, pas toujours, des chantages, des menaces à l'utilisation de cette bombe nucléaire. On ne l'a pas encore fait, mais il faut savoir que la dissuasion nucléaire, évidemment, ne peut fonctionner qu'entre personnes qui sont raisonnables, sensées. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que nous ayons face à nous toujours des présidents ou des chefs de gouvernement qui soient raisonnables et sensés. Et donc, je crois que nous devons travailler d'une manière ou d'une autre sur le désarmement. Alors attention, je ne dis pas un désarmement unilatéral, évidemment. En cette situation de crise, ce serait du suicide. Mais je pense qu'à terme, nous devons travailler au niveau international pour d'abord désarmer, d'abord en tout cas diminuer le nombre de têtes nucléaires, mais également à un moment ou à un autre désarmer complètement et interdire les armes nucléaires. Et j'aurais bien voulu avoir, je sais que la position de la France évidemment est particulière dans ce dossier, vu que vous êtes vous-même, vous en possédez, mais j'aurais voulu avoir votre retour sur notamment le traité d'interdiction des armes nucléaires, le travail qui est en cours, de plus en plus d'États les rejoignent. J'aurais bien voulu avoir votre retour par rapport à ça. Et alors dernièrement, c'est l'Afrique, effectivement. Donc, on voit de plus en plus la présence russe qui monte en Afrique, où on remplace un petit peu les interventions militaires françaises par des Russes, par Wagner notamment, dans différents pays africains. Il y a une sorte de tache d'huile qui se répand. Et donc moi, j'aurais voulu savoir votre retour sur comment est-ce que vous analysez ça, ce rejet de la France-Afrique, ce rejet, parce que malgré tout, ça reste toujours la France-Afrique, ce rejet d'une forme de néocolonialisme. Est-ce qu'il n'y a pas eu certaines maladresses qui ont été faites par la France, peut-être par le président français encore récemment dans certains discours, et comment est-ce qu'aujourd'hui la France se positionne par rapport à ça et voudrait éventuellement modifier son approche. Alors voilà, c'était quelques petites questions très, peut-être pas toujours, enfin un petit peu piquantes peut-être, mais je trouve ça intéressant de vous entendre là-dessus. Je vous remercie. Et nous posons les mêmes questions bien sûr sur la France et sur la Belgique et le Congo, bien entendu, soyons bien clairs par rapport à ça. C'est le même genre de réflexion que nous devons nous poser. Voor de duidelijkheid ook, de vorige 3 sprekers waren 3 sprekers van de meerderheid. De volgende spreker is een spreker vanuit de oppositie. Dat is Theo Franken. Hij maakt deel uit van de N-VA-fractie. Dat is de grootste fractie hier in het parlement van de Vlaamse nationalisten. En hij is van dezelfde partij als de mijne, maar ik hoor op deze voorzittersstoel iets neutraler te zijn, maar Theo Franken zal dat met verve anders vertolken. Ik geef u graag het woord, meneer Franken. Ja, dank u, meneer de voorzitter. Bonjour, chers collègues. Je suis aussi président de la délégation belge chez l'OTAN, sur l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. J'ai toujours, ça fait du bien de voir les collègues de la France, de l'Assemblée nationale et du Sénat en France, parce que c'est important que nous collaborons. Ik heb een aantal vragen, er zijn heel veel vragen gesteld uiteraard over SCAF, over een aantal andere dingen die me interesseren, die industrie. Dus Frankrijk is de wapenfabriek van Europa aan het worden. Jullie hebben een ongelooflijk sterke wapenindustrie en die komt heel goed van pas. En dat is op zich interessant, dat hebben jullie altijd gekoesterd en ik denk dat het goed is dat wij op dat moment, en zeker in dit moeilijk moment in de tijd, dat we kunnen rekenen ook op jullie inzet en jullie inspanningen die jullie altijd hebben gedaan door die jaren heen. België heeft absoluut geen traditie in zaken defensie en defensieindustrie. We hebben wel een defensieindustrie, maar die is bijzonder mager. En die is vooral de laatste 30 jaar stiefmoederlijk behandeld. Met als gevolg dat we nu een defensieindustrie hebben die heel vaak de boot mist. En ik denk dat een van de grote uitdagingen is voor ons land om te kijken hoe dat we terug op die boot geraken. En dat kan een stuk onder het Europese verhaal. Dat kan een stuk door samenwerking met Frankrijk, industriële samenwerking. En dat kan natuurlijk door samenwerking op vlak van, ik zeg maar, marinecomponent, ook een stuk met Nederland bijvoorbeeld. En dus één vraag die ik daar heb is, hoe zien jullie zelf die industriële samenwerking tussen België en Frankrijk verder evolueren? Wat is daar dan hetgene wat jullie zelf het belangrijkste vinden? Of waar zijn jullie dan vragende partij hoe dat we dat verder kunnen aanpakken? We zien trouwens ook
dat die industriële samenwerking in Europa waarschijnlijk de grootste uitdaging is voor de komende 10, 20 jaar als je kijkt bijvoorbeeld naar de wapenleveringen, munitieleveringen aan Oekraïne, hoe dat we in de problemen zijn geraakt en hoe dat het nu toch heel penibel is op dit moment. In verband met Oekraïne wou ik... Dus de eerste vraag. De tweede vraag is in verband met Oekraïne. Frankrijk, onder leiding van president Macron, is er eigenlijk in het begin zeker... was het president Macron die heel sterk heeft gespeeld op diplomatie. Die heel sterk heeft gespeeld op een contact houden met Moskou. Het was president Macron die tot op het laatste moment heeft geprobeerd om met de president van de Russische Federatie een akkoord te kunnen sluiten, een compromis te kunnen sluiten rond Oekraïne. Dat is niet gelukt. Spijtig genoeg is dat niet gelukt. En de positie van het Elysée is eigenlijk geëvolueerd naar een hele straffe positie, waarbij de lijn, als ik het goed begrepen heb, de lijn is dat Oekraïne integraal het territorium moet herwinnen, dat Rusland zich moet terugtrekken en dat de soevereiniteit van de Oekraïnse natie dat die 100% hersteld moet worden. Is dat inderdaad juist? En hoe ver is de Assemblée Nationale en jullie commissie bereid om daarin te gaan? Zijn jullie bereid om ook gevechtsvliegtuigen te leveren? Zijn jullie bereid om ook tanks te leveren? Er zijn een aantal dingen al beloofd. Die Caesars die komen eraan. Ook die Deense Caesars die worden doorgestuurd. Dus hoe zit het daar dan juist mee? En is dat een breed gedeelde positie in jullie parlement? We hebben gezien met het debat rond de pensioenhervorming dat er in Frankrijk wel wat parlementaire oneenigheid is. Ik zal het zo zeggen, dat is mooi geformuleerd, denk ik. En dat mijn vraag is, ik heb natuurlijk ook heel wat contact met parlementairen uit jullie land, in het kader van de NAVO. En je ziet daar toch dat de Franse delegatie heel vaak toch wel verschillende standpunten inneemt. Je hebt een heel sterke radicaal linkse fractie, een heel sterke radicaal rechtse fractie. Ik heb begrepen dat de mensen die de moeite hebben genomen om vandaag naar Brussel af te zakken, dat allemaal mensen zijn uit centrumpartijen, als ik het zo mag zeggen. Dus geen van de twee radicalere fracties zijn vertegenwoordigd. Maar hoe zit dat juist in elkaar? Ten tweede, in verband met de NAVO. NAVO en Frankrijk hebben altijd een speciale relatie gehad. En er zijn ook mensen hier van Les Républicains, de Gaullisten. En ik denk dat generaal de Gaulle nog altijd heel populair is en nog altijd een iconisch figuur is in de Franse politiek en geschiedenis. En ik moet zeggen dat ik heb ook wel wat gelezen over generaal de Gaulle. En het is toch een heel opmerkelijk figuur in de geschiedenis van Europa. Hij had ten opzichte van de NAVO een bijzondere positie. De reden waarom dat jullie een nucleaire natie zijn, heeft te maken met generaal de Gaulle, heeft te maken met de Suez-crisis en met een stuk onafhankelijkheid die jullie altijd hebben gehouden. President Macron die koestert misschien de ambitie om in de voetsporen van generaal de Gaulle te staan. Dat weet ik niet, daar ga ik me niet over uitspreken. Maar president Macron heeft op een bepaald moment zich heel fors uitgesproken over de NAVO. De NAVO is brain dead, is hersendood. Wat is de positie van Frankrijk als het gaat over de NAVO? Dat is een tweede vraag. Mijn derde vraag gaat over... dat is mijn vierde vraag, pardon. Mijn vierde vraag was mijn derde vraag. Mijn vierde vraag gaat over de 2% BBP. Het engagement dat we allemaal hebben genomen als NAVO-lidstaten om te gaan naar 2% van het bruto binnenlands product, investering in defensie tegen 2024. Dat staat er heel dichtbij aan te komen. Jullie zitten er bijna, 1,89%, denk ik. Nu, door inflatie is dat misschien een beetje gedaald de laatste maanden, dat weet ik niet. Maar ik heb hier cijfers van Frankrijk, 1,89%. En ik heb begrepen dat de Franse regering de ambitie heeft om de 2% dit jaar of ten laatste in 2024 ook effectief te bereiken. We hebben in het kader van de top in Vilnius in juli hebben we opnieuw een debat over de 2% als dat een vloer is of een ceiling. Dus het hele debat, ja, die 2% moet dat naar 3%, moet dat naar 4%. Wat is de positie van jullie commissie als het gaat over het debat rond de 2% en het optrekken, het behalen van die 2%, het eventueel verhogen van de 2%? Zoals jullie weten is dit land een heel slechte leerling op dat vlak. We zijn een van de slechtste leerlingen. Dat is een doorn in het oog van veel leden van deze commissie dat we het zo slecht doen. En dus had ik graag geweten hoe dat jullie dat zagen. Dank u.
De volgende spreker is Christophe Bonblet van de MR. Dat zijn de Franstalige liberalen. S'il vous plaît, Monsieur Bonblet. Voilà, merci Monsieur le Président. Tout d'abord, bienvenue à la délégation française. Moi, j'habite à moins de 20 km de la France, vous voyez. Je vais aborder divers éléments qui ont déjà été évoqués. Tout d'abord, en ce qui concerne le SCAF, donc ce programme composé d'un avion de combat de nouvelle génération, mais également d'un système de drones qui l'accompagne avec un cloud sécurisé. Monsieur Flao l'a dit lorsqu'il est intervenu, nous, on a commandé des F-35. Je ne vais pas rappeler toutes les discussions antérieures qui se sont passées pour la commande de cet avion. Mais ce qui est important, c'est que quand on participe quand on fait une commande d'avion, c'est de participer à son programme dès l'élaboration. Ici, en ce qui concerne le SCAF, est-ce qu'à un moment donné, la Belgique pourrait s'intégrer dans l'élaboration de cet avion ou de ces drones? Il y a quelques semaines, on a reçu des patrons de l'industrie aéronautique belge qui désirent clairement participer à la construction du programme SCAF. Nous observons et vous félicitons du récent accord franco-allemand obtenu après quelques difficultés rencontrées pour la réalisation de ce projet. Et avec le SCAF apparaissant en 2040, nous pourrions agrandir ici en Belgique notre flotte avec 2 escadrilles de 12 avions complémentaires. Néanmoins, il est dans notre intérêt de nous intégrer dans ce programme industriel. Mes questions sont les suivantes. Existe-t-il un second cercle de pays dont ferait partie la Belgique qui pourrait s'intégrer dans la production industrielle du SCAF, comme ce fut le cas pour l'Espagne en 2019? Quels intérêts économiques la Belgique posséderait en participant à ce projet industriel et en faisant l'acquisition du SCAF? Quels efforts devront être mis en place par les 3 pays pour une réalisation pleine de ce projet? Et quels sont les atouts dont dispose le SCAF par rapport au projet Tempest de la Grande-Bretagne? Une autre question, le projet SCAF ne risque-t-il pas de devenir obsolète d'ici sa mise en place en 2040, comme ce fut le cas pour le drone européen MAL qui était annoncé pour 2030? Dès lors, comment parvenir à mener un projet de ce type sur le long terme tout en conservant les technologies les plus pointues et les plus innovantes? Bien entendu, le retour sur investissement est quelque chose qui doit être privilégié. Et si la Belgique n'a pas participé au programme F-35 dès 2000, et dès lors, il y aura finalement relativement peu d'activités sur le sol belge dans l'assemblage de ces avions. Cependant, il est essentiel pour nous, je me permets d'insister là-dessus, d'être partenaires dans le programme SCAF. Et quels sont, d'après vous, les atouts belges qui pourraient séduire Dassault? Enfin, pensez-vous que les échéances du programme seront respectées et quels sont les risques qui seraient capables de retarder la fin du projet? Un mot à présent sur l'Afrique centrale, la République démocratique du Congo et le voyage du président Macron début mars 2023. En visite à Kinshasa, le président Macron a appelé au respect du plan de paix dans l'est du pays. Et on connaît les relations difficiles entre la France et le Rwanda à la suite du génocide de 1994. Nous sommes confrontés à la même question. Comment condamner le comportement du Rwanda à travers son appui récurrent au M23, tout en soulignant la mollesse de la réaction congolaise depuis 30 ans. Le président Macron a parlé de sanctions, je le cite, « Ceux qui feront obstacle au plan de paix savent à quoi ils s'exposent, y compris à des sanctions. » Je ne sais pas si vous savez nous préciser de quelle forme de sanctions il peut s'agir et par quelle instance elles seraient prises. Comment, d'après vous, on pourrait aider les Congolais? Ce serait par une formation des forces armées de la RDC ou bien encore par la fourniture d'équipements? Pensez-vous qu'il faille, comme en 2003, une nouvelle opération Artemis, avec une participation belge, ou bien les armées africaines voisines de la RDC constituent-elles la solution? Je ne vais pas vous assommer de questions sur la politique africaine. Je vais à présent, parce que c'est important que le débat soit interactif, que ce ne soit pas les députés belges qui monopolisent la parole. Concernant à présent l'aide à l'Ukraine et en particulier la coordination des formations ou des acquisitions, le président chinois est à Moscou et Moscou semble ouvert à discuter de la concrétisation du plan de paix chinois.
Quelle est votre appréciation de ce plan de paix chinois? Quelle est sa compatibilité avec le plan de paix ukrainien? Quel serait le format de ces discussions? Quelle serait la place de la Turquie à la table de ces discussions? La place de l'Europe? Préalablement, comment conclure un cessez-le-feu? Sur quelle ligne de front? Quelles mesures de surveillance pour celui-ci? Le souhait du président Macron, ça a été évoqué, est le retour d'une situation stable sur le continent européen, incluant la Russie dans ce processus. Quelles garanties sécuritaires pourrait-on offrir à la Russie pour qu'elle s'inclue durablement dans une renormalisation, si j'ose dire, de ces relations? Quelle est votre position sur l'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine, un processus dont nous savons qu'il sera long et fastidieux, et les conséquences qu'il pourrait avoir sur les équilibres intra-européens? Enfin, un dernier mot sur la coopération CAMO. En 2025, nous allons recevoir des véhicules de combat français au sein du programme Scorpion. Il y aura des entraînements communs et de possibles opérations communes. En outre, des militaires belges seront intégrés dans la structure française afin de développer notre coopération. Y a-t-il déjà des études sur l'efficacité des véhicules et du programme Scorpion mis en place à travers des exercices en France et en OPEX? Est-ce que ces études sont partagées avec d'autres pays acheteurs? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. En de laatste spreker, en dan kunnen we overgaan naar de Franse delegatie. De laatste spreker is Christophe Lacroix. Hij is ook lid van deze commissie en van de Franstalige Socialisten. Alsjeblieft. Merci, Monsieur le Président, et je voudrais profiter de votre venue pour vous souhaiter une cordiale bienvenue. J'habite pas à 20 km de la France, mais je suis très souvent en France. Je veux dire que c'est vraiment un des pays de mon cœur. Je suis très souvent en Indre-et-Loire, madame, et pas loin de chez vous. J'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises dans des manifestations plutôt festives votre collègue Fabienne Colbock, parce que je vais dans la région de Chinon. Voilà, tout à fait. Mais j'y vais de temps en temps. J'y vais aussi. Et il y a de très belles halles à Bourgueil. Meneer Lacroix, ik zou graag hebben dat we ons tot het onderwerp beperken. Je trouve que sur cette base, Monsieur le Président, nous devrions approfondir nos relations bilatérales. Mais ça, c'est pour la petite histoire. J'avais quelques questions à vous poser. Donc, d'abord me présenter. Donc, Christophe Lacroix, donc le Président l'a fait. Il se fait qu'en Belgique, mais j'ai bien compris que c'était aussi le cas chez vous parfois, nous sommes membres de plusieurs commissions. Donc, je suis également membre de la Commission des Relations Extérieures, membre de la Commission Économie. Nous avons également à l'intérieur de la Commission Défense une commission achat militaire. Nous avons aussi une commission mission militaire à l'étranger. Et je suis également membre de la délégation belge à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Donc, je vais aussi régulièrement en France, bien entendu à Strasbourg, qui est la capitale européenne selon les Français. Donc, j'avais quelques questions à vous poser. Et soyez rassurés, vous ne passez pas un examen pour obtenir un doctorat. Donc, ce sont vraiment des questions que j'ai envie de vous poser en tant que partenaire et allié. La première, c'est comment fonctionnez-vous sur l'engagement militaire? Si le président de la République, l'exécutif, décide à un moment donné d'envoyer des troupes à l'étranger, quel est le rôle du Parlement? En Belgique, nous sommes informés le plus vite possible, mais toujours a posteriori. J'ai déposé une proposition avant, mais pas. Enfin, c'est pas. On ne nous demande pas. Voilà. Oui, mais j'ai une proposition de loi pour réviser la Constitution, pour effectivement faire en sorte qu'il y ait plus d'implication du Parlement avec un vote, pas d'une résolution, mais vraiment autre chose qu'une résolution. Donc je voulais savoir comment vous fonctionnez, vous. Le deuxième élément, c'est par rapport à l'Europe de la défense. On en a beaucoup parlé. En fait, comme socialiste, je lutte avec d'autres collègues pour le désarmement nucléaire. Mais je me rends bien compte, il faut être pragmatique, que si on milite pour une Europe de la défense sans s'adosser à une puissance nucléaire, on perd une grande capacité de s'autonomiser de l'OTAN. Et donc, je voulais vérifier avec vous la part de la France, évidemment, on la connaît en matière de puissance nucléaire, mais donc, quelle est votre position par rapport à l'Europe de la défense? Est-ce que vous
considérez qu'il faut mieux développer un pilier européen au sein de l'OTAN, ou militez-vous à terme, je n'ai pas dit à court terme, à moyen terme ou à long terme, pour une émancipation beaucoup plus radicale de l'Union européenne par rapport à l'OTAN, sachant que des intérêts stratégiques de l'Union européenne ne sont pas forcément et toujours les intérêts stratégiques des États-Unis et donc de l'OTAN, et que nous avons des positions parfois, pas toujours, mais parfois divergentes, et des intérêts différents à défendre. Et je pense notamment au pourtour du bassin méditerranéen, où nous devrions nous affirmer davantage. Quand je dis le bassin méditerranéen, c'est en partie aussi, j'englobe nos amis africains dans la réflexion. Je voulais également avoir votre avis. Avez-vous des réflexions, des travaux parlementaires, parce que je serais intéressé à les connaître et peut-être à aller à votre rencontre sur ce sujet, sur les armes du futur. Je pense notamment au système d'armes létales autonomes, que l'on appelle en anglais de manière très basique les killer robots. Donc j'ai aussi déposé une proposition de loi pour les interdire, à minima les encadrer. On a eu un débat au Conseil de l'Europe et Assemblée parlementaire sur ce sujet. J'étais au Bahreïn la semaine dernière dans le cadre de l'Union interparlementaire. J'étais chargé de présenter avec une collègue argentine une résolution au sein de l'Union interparlementaire sur les systèmes létals, sur les systèmes d'armes autonomes létales. Donc je voulais voir comment ça vivait chez vous, dans votre Parlement. Et y a-t-il des dossiers sur le sujet, sur la table? Et puis alors, nous venons de recevoir, et j'en parlais d'ailleurs avec mon jeune stagiaire qui est français. Donc j'ai un jeune stagiaire d'Aix-en-Provence, hein, Colac, qui fait un master, une maîtrise, donc on va parler français quand même, à Aix-en-Provence, qui est de Marseille, qui vient pour quelques mois en Belgique prendre le frais. Et donc, je parlais avec lui tout à l'heure, il y a une directive, enfin en tout cas un texte européen qui vient de sortir sur communication conjointe au Parlement européen et au Conseil pour la stratégie spatiale de l'Union européenne pour la sécurité et la défense, avec en plus dans cette publication la volonté d'affirmer l'Union européenne comme étant aussi un facteur, un élément pour être un peu moins dépendant peut-être des USA, et les enjeux majeurs en matière de stratégie spatiale et notamment des liens entre la politique de sécurité et de défense liée à l'espace. Donc, comment ce débat vit-il dans votre Parlement? Et je pense que c'est déjà pas mal. J'ai fait un tour. Bon, je vous donne... voilà. Si vous ne souhaitez pas répondre à tout, vous n'aimez pas le temps, nous avons évidemment des courriels pour échanger, des numéros de téléphone et puis se voir. Je suis quand même régulièrement aussi à Paris pour différentes réunions, ou bien à Bourgueil. Mais il y aura que Madame Tillier. Et tous les collègues ne seront pas là et je ne peux pas non plus être exclusif dans ma relation bilatérale. Voilà. Dank u wel, meneer Lacroix. Ik denk dat we aan het einde gekomen zijn van onze vele vragen die gesteld zijn. Er zijn echt wel een hele reeks vragen gesteld. Ik denk dat we nu vooral ook moeten uitkijken naar een aantal antwoorden die we hier mogen krijgen. Ik stel voor dat ik in eerste instantie aan u, meneer Castillo, het woord geef. En dan zien we wel hoe jullie de verdeling verder aanpakken. Dus ik geef u graag het woord, s'il vous plaît. Merci, chers collègues, pour l'intensité de ces questions qui montrent la profondeur de vos réflexions. Je ne suis pas surpris, mais je suis quand même impressionné par la qualité de vos réflexions et à quel point également ça rejoint bon nombre de nos réflexions. Alors je vais essayer de répondre du mieux possible sans avoir la prétention de pouvoir répondre à tout. Et effectivement, je ferai appel à mes collègues qui ont aussi leur domaine de spécialité pour qu'on puisse vous apporter une réponse collective. Alors déjà, d'un point de vue méthodologique, puisque effectivement il a été signalé que les députés qui sont présents ici sont des députés de partis de gouvernement, mais je voudrais préciser en tant que président de la Commission de la Défense que tous les députés ont été invités et qu'effectivement les députés de certains groupes politiques n'ont pas souhaité répondre, mais bien évidemment tous les groupes politiques sont invités. Alors je ne pense pas qu'il y ait une volonté de bouder la Belgique, il y a aussi des questions d'agenda, etc. Et bien entendu, nous on fera part à notre retour en France de l'échange qu'on a eu avec vous. Et peut-être que si vous avez l'occasion un jour de venir en France, ce sera l'occasion d'avoir un échange un peu plus large, sachant que les questions de défense sont assez consensuelles quand même.
Il y a quelques petits aspects qui peuvent être des sujets de différence d'appréciation, notamment sur les questions, bien sûr, d'Europe de la défense en tant que telle, de rapport à l'OTAN, et aussi de questions de dissuasion. Mais même sur la dissuasion, il y avait historiquement des différences qui ont plutôt eu tendance à s'estomper. Mais voilà, je voulais vous dire ça sur le point de vue méthodologique pour les présents d'aujourd'hui, et vous dire également que les positions qu'on prend, ce sont les positions de députés qui n'engagent aucunement la France ou le gouvernement. On a bien, en France comme en Belgique, la séparation des pouvoirs. Et donc, je vais essayer de vous répondre du mieux possible, mais ce sera mon avis personnel et pas l'avis de la France en tant que tel, avis qui pourrait être davantage porté par l'ambassadeur en tant que tel, mais peut-être que vous aurez l'occasion de l'inviter dans une prochaine audition. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, monsieur l'ambassadeur, mais on a l'occasion, nous, à la commission de la Défense, souvent, qui viendra avec son attaché défense. Encore ce matin, on avait, par exemple, l'ambassadeur grec qui était devant la commission de la Défense à Paris. Et donc, je pense que c'est aussi ce dialogue entre nos pays, à l'échelle de nos commissions. N'hésitez pas à solliciter également des représentants français. Nous aurons bientôt le chef d'état-major des armées qui va venir également en Belgique française. Donc, je ne vais pas encore une fois m'engager à sa place, mais je pense qu'il serait extrêmement heureux de venir échanger avec vous, ou le chef d'état-major de l'armée de terre pour parler de camo, etc. Et n'hésitez pas soit vous adresser à l'ambassade ou soit passer par notre contact pour nous signaler si certains points d'attention méritent d'être... Enfin, si vous souhaitez accéder à d'autres personnes. Alors, vraiment, nombreux points ont été abordés. Et la première intervention de notre collègue Flao nous montre à quel point la relation franco-belge, finalement, c'est celle d'un vieux couple. Et c'était intéressant d'ailleurs de reparler avec des hauts, des bas, toujours des choses à construire. Et c'est vrai que quand on reparle de l'intervention dans les tueries, je pense que vous parliez de l'opération Artemis, qui avait été une belle opération sous mandat européen avec la France et la Belgique dans l'Est du Congo, qui est plutôt une opération qui a bien fonctionné. Ça nous amène déjà à un certain nombre d'années. Je pense que ce qui est important pour qu'on continue à progresser, à mon sens, c'est déjà qu'on essaie de partager la même culture stratégique. Quelles sont les menaces? Quels sont les choix pour y répondre? Et je pense qu'on a besoin d'un dialogue permanent pour toujours partager cette culture stratégique dans le respect des identités de chaque pays. Et je pense qu'un deuxième point qui est un point d'importance, à mon sens, c'est toujours être dans la prospective pour penser au coup d'après. Parce que souvent, on est amené à faire des choix qui ne sont pas forcément cohérents avec nos objectifs finaux, parce qu'on s'y prend parfois un peu tard, et parfois on est au pied du mur, et on est parfois confronté à des choix qui ne sont pas forcément optimaux, parce qu'on n'a pas pensé aux choses suffisamment tôt, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, je nous invite vraiment à être dans ce dialogue permanent et toujours d'essayer de voir le coup d'après. Alors, concernant la relation entre l'Union européenne et l'OTAN, ça a beaucoup été dit. Moi, je pense que déjà, il faut rappeler que l'Union européenne et l'OTAN, sont deux organisations de nature différente. À travers de l'Union européenne, on porte un projet politique qui adresse de multiples dimensions. On l'a bien vu pendant la crise sanitaire, on le voit dans la lutte contre l'inflation, on le voit sur la politique spatiale. L'Union européenne, c'est un projet extrêmement large qui est un projet politique d'une manière de mieux collaborer tout azimut pour faire valoir nos valeurs et rendre un meilleur service à nos citoyens. L'OTAN, c'est une organisation extrêmement importante, mais qui est une alliance militaire. C'est une alliance de nature militaire qui n'a pas tout à fait le même rôle. Et je peux vous dire qu'en France, on a toujours été des alliés exigeants au sein de l'OTAN. On est quand même membre fondateur à l'origine. Mais on pense que l'Union européenne et l'OTAN sont vraiment deux choses complémentaires et que tous les efforts qui vont dans le sens des moyens européens renforcent au final le pilier européen de l'OTAN. Et donc ces efforts-là sont complémentaires et que la souveraineté stratégique européenne, dans le cadre de l'OTAN, reste un objectif que nous devons adresser à long terme, puisqu'effectivement, ça a été un peu dit, on a des responsabilités à assumer et on ne peut pas faire dépendre notre sécurité d'un partenaire extérieur, même si c'est notre meilleur allié. Parce que ce partenaire extérieur, il est comme nous sujet à des élections, à des décisions politiques qui ne nous garantissent pas que sur le long terme,
il sera toujours à nos côtés. Donc on a la responsabilité, je pense, de tendre progressivement vers cette autonomie stratégique européenne, et dans un cadre otanien, c'est très bien. Et par ailleurs, vous savez que les États-Unis d'Amérique sont les premiers à nous dire écoutez, nous, on ne sera pas toujours là, prenez vos responsabilités, renforcez vos capacités en européen, d'autant plus qu'ils sont engagés depuis déjà plusieurs années vers un pivot asiatique, où leur sujet, maintenant, c'est davantage l'Indo-Pacifique que la garantie qu'ils peuvent apporter, on va dire, au territoire européen. Et donc, je pense qu'il faut qu'on redouble d'efforts pour viser vraiment cette complémentarité entre l'Union européenne et l'OTAN. Alors, dans les sujets qui ont été abordés ensuite, j'essaie de les traiter dans l'ordre et mes collègues pourront compléter. Il y a bien entendu la situation actuellement en Ukraine, et effectivement, il a été rappelé que la France, jusqu'au bout, a essayé, par sa diplomatie, d'éviter la guerre en entretenant ce contact avec la Russie. Et vous savez, le fait que la France soit un État doté de la dissuasion nucléaire nous pousse aussi, nous oblige à maintenir dans tous les cas ce contact permanent avec la Russie, comme membre permanent du Conseil de sécurité également, puisqu'on ne peut pas se permettre entre États dotés d'avoir une quelconque incompréhension sur quelle pourrait être une volonté de l'autre. Ça pourrait avoir des conséquences extrêmement dommageables. Je pense que notre action sur l'Est de l'Europe, elle se combine, j'allais dire, sur deux champs différents. Bien entendu, le premier point, c'est d'aider l'Ukraine à se défendre. L'Ukraine est agressée. Il y a clairement un agresseur et un pays qui est agressé en violation des règles internationales. Et par ailleurs, au-delà de l'aide qu'on apporte à l'Ukraine, et peut-être je pourrais en dire un mot supplémentaire, bien entendu, le but, c'est de réassurer les membres de l'Union européenne et de l'OTAN sur la solidarité stratégique qu'on a avec eux, si toutefois, un jour, ils étaient menacés. Et je crois que la France et la Belgique, on a à la fois montré cette solidarité stratégique et notre grande réactivité. Quand le 24 février 2022, quelques heures après l'agression russe, des avions français étaient dans le ciel de l'Europe de l'Est et de la Pologne, et c'était un signal extrêmement fort envoyé aux Russes en disant ne dépassez pas la frontière européenne et otanienne, puisque on sera solidaire si le moindre centimètre carré de la frontière est dépassé. Et je pense que c'est également le sens de l'envoi de renforts, notamment en Roumanie. C'est un signal politique d'une solidarité stratégique extrêmement fort avec les pays de l'Est européen. Et finalement, notre doctrine par rapport à l'Ukraine, c'est bien entendu d'aider l'Ukraine à se défendre, mais on dit que ce sont aux Ukrainiens de déterminer les conditions de la fin de cette guerre. Et c'est aux Ukrainiens de déterminer, avec cette aide, jusqu'où ils souhaitent aller et jusqu'où ils considèrent que, enfin, à quel moment ils considèrent qu'une discussion est possible et dans quel cadre. Et nous, en tout cas, on les aide à se défendre au maximum, avec bien entendu un soutien de nature diplomatique, militaire, humanitaire. On a envoyé également des moyens pour que les crimes de guerre soient documentés et pour qu'un jour les responsables de ces crimes de guerre puissent en rendre compte devant la justice. Et on essaie d'apporter le maximum de soutien militaire en essayant vraiment de prioriser l'utilité pour les Ukrainiens. Et c'est pourquoi, notamment sur les chars, pour l'instant, on est réservé, parce qu'en plus, ce n'est pas une demande ukrainienne, parce qu'on préfère leur livrer davantage de matériel qu'on leur a déjà donné, plutôt que de les mettre face à une multitude de catégories de chars qui ferait que cette complexité serait difficile à assumer de leur côté. Il a été abordé la question également de la dissuasion nucléaire, notamment par le groupe écologiste, et je trouve que c'est vraiment bien qu'on ait cette discussion, parce que la dissuasion, c'est vraiment une catégorie, j'allais dire, à part par rapport aux armements conventionnels, et on a besoin aussi, d'un point de vue politique entre parlementaires, de faire progresser ce sujet-là. Vous savez, la dissuasion, le principe est finalement assez simple, c'est de dire à quelconque adversaire qui voudrait s'en prendre à nos intérêts vitaux, qu'on est viscéralement attaché à notre liberté et qui s'expose dans ce cas-là à des dommages qui seraient pour lui inacceptables. Et donc finalement de le dissuader de s'en prendre à nos intérêts vitaux. Vous savez, la France est signataire bien entendu du traité de non-prolifération nucléaire. Elle a arrêté ses essais nucléaires, elle fait des efforts dans ce sens-là. Elle a supprimé 2 de ses capacités de dissuasion, c'est-à-dire la capacité terrestre. Avant, on avait des véhicules chenillés qui étaient en mesure d'envoyer des missiles de nature tactique à quelques centaines de kilomètres. Et on avait également en France
une base de lancement de missiles intercontinentaux. On a supprimé ces 2 capacités, et aujourd'hui, la dissuasion française est armée par 2 composantes. La composante océanique, avec en permanence, depuis 60 ou 70 ans, un sous-marin nucléaire à la mer, en mesure d'être renforcé par 2 ou 3 sous-marins, mais en permanence, il y en a un qui est caché sous les océans. Personne ne sait où il est, même pas les autorités françaises. Et ce sous-marin est dans l'attente, et en tout cas exerce la dissuasion française. Et ce sous-marin chaque sous-marin est équipé de 16 missiles intercontinentaux, et chacun de ces 16 missiles sont équipés de 6 têtes nucléaires. Et donc ça représente, on va dire, en tout cas, ça dissuade n'importe quel compétiteur de s'en prendre à nos intérêts vitaux. En complément de cette composante océanique, on a une composante aérienne, c'est-à-dire, comme vous, des avions en mesure de porter un missile qui est, j'allais dire, la composante davantage visible si un jour il était nécessaire de faire preuve de notre détermination à protéger nos intérêts vitaux. En tout cas, je vous le disais, on a supprimé les 2 autres composantes. Et puis, on a une 3e composante aussi, c'est le porte-avions peut être équipé d'avions avec des ogives nucléaires. En tout cas, on est signataire du TNP, on a arrêté les essais nucléaires, on a supprimé 2 de nos composantes et on a diminué notre nombre de têtes nucléaires à une stricte suffisance de 300 têtes nucléaires. Les Américains et les Russes, ils ont chacun plusieurs milliers de têtes nucléaires. La France est au niveau de stricte suffisance de 300. Les Anglais sont à peu près à ce niveau-là également. Et enfin, sur la dissuasion, alors le sujet était de dire finalement l'Ukraine montre les limites de la dissuasion. Enfin, moi, je pense plutôt le contraire. On peut déjà se poser la question, est-ce que l'Ukraine aurait été attaquée de la sorte s'il avait été doté de la dissuasion, comme elle l'a été un temps, et surtout, quelle aurait été notre position si toutefois nous n'avions pas été dotés de la dissuasion, soit au travers des capacités propres en Europe, comme en France et au Royaume-Uni, soit parce que l'OTAN est une alliance nucléaire. Comment aurions-nous fait face au chantage nucléaire russe si nous-mêmes nous n'avions pas été dotés de la dissuasion? Parce que un des premiers objets de la dissuasion, c'est de ne pas être otage d'un chantage qui serait fait par une dissuasion nucléaire. Parce que si quelqu'un nous attaque, on peut immédiatement également riposter. Et donc je pense que le rapport avec la Russie nous aurait été très défavorable si nous n'étions pas équipés de cette dissuasion. Et vous savez, en France, on a le souvenir effectivement de l'opération du canal de Suez, où nous avions été victimes notamment de ce chantage russe. Et c'est aussi du fait de cette histoire qu'est née la volonté française, par l'indépendance effectivement portée du général de Gaulle, que la France soit un pays doté. Et on considère que la dissuasion permet quand même de cantonner la guerre et d'éviter une violence généralisée et a un effet quand même stabilisateur au niveau mondial, ce qui ne nous empêche pas de continuer à faire des efforts diplomatiques pour viser peut-être dans très longtemps une forme de désarmement, mais qui ne devra pas être un désarmement unilatéral des démocraties. Voilà. Mais en tout cas, très, très preneur d'échanger davantage avec vous sur cette question de la dissuasion, d'autant plus qu'il faudra qu'un jour on aborde entre nous la dimension européenne de la dissuasion, si effectivement on veut tendre vers une plus grande autonomie stratégique européenne. Vous savez que la France a déjà déclaré que ses intérêts européens, que notre dissuasion avait une dimension européenne, puisque ce qui se passe en Belgique, ce qui se passe en Allemagne, correspond à nos intérêts vitaux. Aujourd'hui, quand on fabrique ensemble des équipements militaires, quand on a une telle relation, quand on a plusieurs centaines de milliers de nos compatriotes, on va dire, qui sont installés dans des pays voisins, effectivement, de manière certaine, notre dissuasion a une dimension européenne, mais sans doute on peut aller plus loin. Et je peux vous dire qu'on est très disponible pour avancer sur ces sujets-là, et même pour vous ouvrir les portes de la manière dont fonctionne notre dissuasion, qu'elle soit océanique ou aérienne. Vous avez parlé également de beaucoup des sujets capacitaires. Alors, je pense que mes collègues, sur ce sujet-là comme sur d'autres, pourront bien mieux répondre que moi, peut-être également sur les sujets de ressources humaines. On a exactement les mêmes sujets que vous en termes d'attractivité et de fidélisation. Alors nous, on préfère parler de fidélisation plutôt que d'attrition. C'est un peu plus positif d'utiliser ce mot.
Mais je pense que ce qui est important, nous, en tant que responsables politiques, c'est d'avoir une parole extrêmement claire sur le sens qu'on donne à l'engagement militaire, de rappeler à nos concitoyens qu'on vit dans un monde dangereux, que le monde est fait de rapports de force, et de leur expliquer pourquoi on a besoin d'une défense. Et ce sens, je pense que c'est ça qui motive aussi notre jeunesse à s'engager dans le métier des armes, qui est un métier très particulier. Et notre jeunesse, je pense, est à la recherche de sens. Un deuxième point qui est mis en avant de notre côté, c'est bien entendu le fait de servir sur des matériels et dans des conditions qui sont bonnes. Enfin, à l'armée, on peut arriver, on peut être formé, on peut être jeune, et à 25 ans, on peut conduire un hélicoptère qui vaut 30 millions d'euros. Est-ce que ça existe dans le civil? Une entreprise, vous arrivez directement, on vous met au pilotage d'un équipement qui vaut ce prix-là, conduire un bateau, conduire un tank, etc. Et puis, de notre côté, c'est vrai que les opérations sont un facteur d'attractivité. Les opérations, bien entendu, dans nos forces de souveraineté, dans nos territoires d'outre-mer, au travers des bases prépositionnées qu'on a, au travers de l'ensemble des projections qui sont actives. Et on tient vraiment au fait que l'armée française reste une armée d'emploi, parce que le jour où on arrête de faire ces opérations, on risque de perdre en capacité opérationnelle. Et puis, on a le dernier point qui est bien entendu le sujet des soldes, du niveau de salaire. On a une nouvelle politique de rémunération des militaires, et je crois que vous avez de nombreuses réflexions à ce sujet-là pour voir également comment payer, mieux payer nos soldats, et puis leur proposer des plans de carrière, d'évolution pour leur donner de la visibilité sur leur carrière. Et enfin, un dernier point qui ne relève pas de nous politiques, mais qui est extrêmement important, c'est le commandement, c'est le dialogue finalement entre le chef militaire et ses subordonnés pour, au quotidien, avoir une dynamique positive et essayer de résoudre des petits problèmes et donner de la visibilité également sur la progression des carrières. Alors, vous avez abordé beaucoup de sujets également de nature capacitaire qui concernent les matériels, notamment la question du char Leclerc, des chars de combat. Effectivement, on n'en fabrique plus des Leclerc, et on est engagé aujourd'hui dans le projet donc, de MGCS, qui est le futur système de combat terrestre, notamment avec les Allemands. Projet qui avance, sachant que la priorité était d'abord d'avancer sur le SCAF, et maintenant que le SCAF avance dans sa phase pilote, on va pouvoir avancer également sur le MGCS. Concernant les avions, effectivement, dans l'articulation entre le Rafale et le SCAF, déjà, je voudrais vous dire, et je vous le dis de manière d'autant plus transparente, de manière détendue avec vous, que vous avez déjà fait votre choix, je pense que le Rafale continue à être un excellent avion, et c'est pour ça que d'ailleurs que ces dernières années, il connaît un succès à l'export qui est assez incroyable. Enfin, aujourd'hui, la Grèce est équipée de Rafale, la Croatie est équipée de Rafale. Il y a de nombreux pays qui viennent frapper à notre porte, et je ne cite que les pays européens, parce que c'est un avion qui reste un avion multirôle, qui peut exécuter de nombreuses missions, que ce soit du combat air-air, des frappes au sol, du renseignement. C'est un avion qui reste économique à l'achat, puisqu'il est léger, il est d'une conception moderne, on va dire, mais relativement simple. Et c'est un avion également qui est assez endurant. Récemment, j'étais en Lituanie, il y avait des F-16 et des F-35 qui étaient engagés. On comparait le nombre d'heures de vol que peuvent faire les avions. C'est vrai que le Rafale est un avion léger qui vole plus longtemps, et c'est un avion qui nécessite beaucoup moins de soutien au sol, ce qui fait que les Rafales qu'on est en train de mettre en œuvre en Lituanie nécessitent un nombre limité de mécaniciens au sol par rapport à des avions, j'allais dire, qui sont plus compliqués. Donc ça reste, à mon sens, un très bon avion, mais ce n'est pas un Français qui va vous dire le contraire. Et c'est un avion qu'on continue à moderniser de manière permanente avec des nouveaux standards. Et effectivement, ça fera le lien avec le SCAF, qui est un programme qui a vocation davantage à arriver dans les années 2040, où là, on change totalement de concept. Le SCAF, c'est un système de combat aérien futur. Et au sein de ce système de combat, effectivement, où on parle de combat collaboratif, on parle de drones, on parle de nouvelles fonctions, on a un avion qui s'appelle le NGF, le Next Generation Fighter, qui remplace le Rafale, mais c'est une nouvelle manière d'envisager le combat aérien. Et on pense que pendant encore au moins une cinquantaine d'années, il y aura une coexistence entre les avions de nouvelle génération et les avions
qui existe aujourd'hui et qui a encore vocation à évoluer. Sur l'intégration belge dans ce programme, je pense qu'il faudrait davantage questionner le gouvernement, mais je pense qu'à terme, il faut que l'Europe dispose d'un système de combat aérien du futur, et donc il faut trouver le bon timing pour intégrer les uns et les autres. Je pense que vous avez une industrie de défense qui est très performante en Belgique, et que votre place est autour de la table. Et vraiment, je voudrais vous dire, en profiter pour dire que votre industrie de défense, je pense qu'elle fonctionne, elle est compétente. Vous savez que dans l'armée française aujourd'hui, nos fusils des tireurs de précision, ce sont des SCAR et qui apportent toute satisfaction, que historiquement, on utilise vos Minimi, que les Tourello du Charles Leclerc que les Charles Leclerc vont être rénovés avec des Tourello qui viennent de chez vous, que les munitions également, notamment de vos différents acteurs, nous donnent toute satisfaction, que des entreprises comme FNR Stahl, c'est des entreprises qui vraiment nous semblent extrêmement crédibles, et qu'on a beaucoup de choses à faire, et y compris sur des niches type le nucléaire, l'espace, le cyber. Vous avez également des composantes, on va dire, qui font que la Belgique a ses compétences propres également sur son territoire. Alors, je ne veux pas être trop long parce que les collègues auront sans doute des points à dire, mais je ne veux pas non plus esquiver les deux derniers points. Un dernier point, en tout cas, qui concernait l'Afrique, à minima. Sachant que c'est toujours compliqué de parler de l'Afrique au sens large. L'Afrique, c'est plus de 50 pays. Est-ce que le point commun entre la zone du Maghreb, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Sahel, l'Afrique centrale, on est sur des zones qui sont quand même assez différentes. Mais si on parle du Sahel en particulier, effectivement, on y a été engagé, en tout cas depuis 2013 au Mali. Je pense que si on devait faire notre analyse critique de la situation, je pense qu'on a peut-être manqué un peu d'humilité en pensant qu'avec nos armées, on allait résoudre, on va dire, l'ensemble des problèmes, on allait stabiliser les pays, peut-être à l'image de ce qu'ont pensé les Américains en Afghanistan, que pareil, avec leurs gros moyens, ils allaient apporter la démocratie en Afghanistan, résoudre les problèmes structurels. Et je pense qu'il faut qu'on revienne à davantage de réalisme en étant conscient de ce que peut apporter l'usage de la force et ce que ça ne peut pas apporter. Et moi, je pense que clairement, l'usage de la force permet de stabiliser temporairement une région, mais que la seule stabilisation possible repose sur un projet politique qui permet aux uns et aux autres de vivre paisiblement. Et ce qui a manqué, me semble-t-il, au Sahel, après l'opération Serval qui a permis aux autorités maliennes de reprendre l'intégrité de leur territoire, c'est le retour de l'État malien sur son territoire, avec un projet politique qui permette à l'ensemble de la société de se reconnaître dans ce projet-là. Et nous, on a pu pécher par manque d'humilité, et qui a pu conduire à une forme de déresponsabilisation des autorités locales. Et ensuite, la population, quand elle voit la situation pas s'améliorer, elle se dit c'est la faute de la France, c'est la faute des partenaires internationaux, avec tous leurs moyens. Si la situation est toujours aussi dégradée, c'est que peut-être qu'ils ont un agenda caché. C'est la situation auquel on est confronté aujourd'hui, mais qui concerne, quand vous allez au Mali, aussi bien la France que la force que le UTM de l'Union européenne, que la MINUSMA. Quand la situation n'évolue pas, c'est tous les partenaires internationaux qui sont décrédibilisés. Et peut-être qu'on aura l'occasion de dire un mot de la République démocratique du Congo, mais quand vous interrogez les Congolais sur leur avis de la force de l'ONU, de la MONUSCO, ils n'ont pas un retour très positif. Et donc je pense qu'il faut qu'on arrive à de nouvelles modalités d'intervention qui sont peut-être plus courtes et plus contractuelles. En disant, nous on intervient, on veut bien rétablir temporairement la sécurité, mais c'est parce que rapidement, vous allez prendre le relais en tant qu'autorité africaine. Et c'est pourquoi on est en train de mettre en place ce nouveau partenariat qui vise davantage à soutenir les Africains dans leur capacité à apporter eux-mêmes de la sécurité plutôt qu'à faire nous-mêmes. Et donc on réfléchit à tout ce qu'on peut faire pour soutenir les forces africaines plutôt qu'à être nous-mêmes en première ligne. Et je pense que c'est quelque chose qui correspond à la fois à une aspiration de nos opinions publiques et également une aspiration des opinions publiques africaines. Parce que quand vous êtes africain, quand vous êtes confronté aux djihadistes, quand vous avez des soldats blancs qui viennent stabiliser la zone, vous n'êtes pas totalement rassuré. Parce que vous vous dites, un jour les blancs ils vont rentrer chez eux. Et le jour où les blancs rentrent chez eux, moi je serai face aux djihadistes. Et donc ça ne vous rassure pas. Le jour où vous êtes vraiment rassuré,
c'est quand des soldats de votre pays sont en mesure d'apporter de l'ordre, y compris s'il le faut avec un soutien extérieur dans un premier temps. Concernant la RDC, peut-être quand même pour en dire un mot à ce sujet-là, on est sur place face à une régression, on va dire, qui est inacceptable. En fait, on revient à une situation qu'on avait connue effectivement il y a au moins une vingtaine d'années. J'ai eu l'occasion d'y aller en octobre à Kinshasa et d'échanger avec les collègues congolais. Donc là également, je pense qu'on doit continuer à aider la RDC dans la progression de ses forces armées et on essaye le plus possible, côté français, de les aider. Et puis, je pense qu'il il faut, au niveau diplomatique, avec les États de la région, essayer de réaligner les uns et les autres sur l'intérêt que chacun a à tendre vers la paix. Sachant que vous savez que l'Est du Congo est riche en matière sous-sol et qu'effectivement, ça peut pousser certains États à avoir un agenda parfois un peu double sur leur capacité à avoir des efforts pour tendre vers la paix. Voilà, je ne voulais pas être plus long, peut-être juste répondre pour terminer sur les questions de modalités d'engagement de la force. Je ne sais plus qui avait posé cette question, mais oui, je crois que c'est vous. Nous, cette modalité est décrite dans l'article 35 de notre Constitution et clairement, chez nous, le président de la République est le chef des armées. Et c'est pour ça que la Ve République et que le général de Gaulle a beaucoup tenu au fait que le président de la République soit élu au suffrage universel. Et notamment parce que ça allait avec le fait qu'on soit un État doté de la dissuasion. Parce que quand vous voulez être crédible en matière militaire, et notamment quand vous êtes un État doté, vous devez avoir un adversaire qui dit en face, ils ont la capacité de décider rapidement d'engager jusqu'au feu nucléaire s'il le faut. Et on considère que c'est la légitimité démocratique qui donne cette crédibilité au président de la République d'engager la force et qui fait en sorte que la France soit crédible. Donc le président décide, il doit en informer le Parlement sous 3 jours et dans les 4 mois qui suivent, un débat doit avoir lieu au Parlement concernant la poursuite de l'opération qui a été engagée. J'ai noté avec beaucoup d'intérêt que dans votre commission, vous aviez, je crois, un groupe de suivi des opérations. Je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant qui pourrait nous inspirer, parce que nous, on suit les opérations, j'allais dire, au travers des auditions qu'on mène, mais on n'a pas encore structuré un nombre de députés qui sont en mesure d'avoir des informations un peu plus précises et d'avoir ce suivi un peu régulier. Et je pense que la manière dont vous êtes organisé pourrait peut-être nous inspirer pour avoir un suivi plus fin des opérations. Mais en tout cas, on le fait sans être structuré, mais je pense que votre organisation est intéressante. Voilà, je ne voudrais pas vous en dire plus, mais je pense que les collègues, si vous le souhaitez, pourront compléter à la fois sur les questions de loi de programmation militaire, puisque c'est un sujet qui va arriver devant le Parlement ou dans les prochaines semaines. Et vous savez qu'on a prévu un budget de 413 milliards d'euros pour la période 2014-2030, avec un quasi-doublement du budget de la défense en 10 ans. Sur les questions prospectives aussi, il y a eu des questions extrêmement intéressantes qui ont été abordées sur les systèmes d'armes autonomes et les questions éthiques qui peuvent se poser avec ces sujets-là. Et puis également sur les questions du cyber et de l'espace, il y aura peut-être des compléments qui voudront être apportés. En tout cas, je vous remercie de vos questions. Je reste disponible et peut-être que mes collègues veulent apporter un complément. Notamment Jean-Louis, je ne sais pas si tu veux parler de l'économie de guerre, c'est-à-dire Jean-Louis a fait un excellent rapport sur le retour de la haute intensité qu'il a livré avant la guerre en Ukraine et sur finalement la manière dont nos démocraties peuvent mieux s'organiser pour faire face au retour de risques de cette nature. Oui, merci. Je suis très heureux effectivement d'évoquer brièvement ce sujet en vous précisant que j'ai un lien particulier entre l'armée et la Belgique, puisque j'étais officier de marine sur un chasseur de mines, un sujet important en Belgique, et la première fois que j'ai pétaradé une mine, c'est-à-dire fait exploser une mine, c'était au large de Zeebrugge. Voilà, donc je me retrouve, il y a longtemps, hein, il y a plus de 20 ans de ça, mais c'est un retour aux sources. Simplement quelques mots par rapport à ce qui a été dit, parce que je crois que notre président a vraiment résumé brillamment ce qui était
la doxa commune, ce que vraiment nous partageons. Et ici, nous avons tous les partis de gouvernement du Parlement, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition, et vraiment, nous partageons totalement ces analyses. Une petite précision par rapport à notre collègue qui évoquait la mémoire du général de Gaulle et qui parlait du moment où la France avait quitté le commandement intégré de l'OTAN. Je crois qu'il faut que les choses soient très claires. Quand le général de Gaulle est sorti du commandement intégré, d'abord, il est resté dans l'Alliance Atlantique, premier élément majeur. Deuxième élément majeur, c'était un moment où les États-Unis étaient en grande difficulté au niveau international en raison notamment de la guerre du Vietnam. C'était le deuxième élément. Le troisième aussi, c'est qu'on était au cœur d'une guerre froide, à un moment où la France dépensait presque 4% de son produit intérieur brut à la défense. Aujourd'hui, on est difficilement à 2%. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment, dans la plus grande partie, en tout cas dans tous les partis de gouvernement, une volonté d'essayer de peser dans le temps, d'être un pilier européen fort au sein de l'Alliance, mais bel et bien dans l'Alliance Atlantique. Après, la défense de notre Europe, elle doit aujourd'hui être capable de cumuler en même temps les objectifs de temps court, c'est-à-dire faire face aux menaces, que ce soit celles que nous connaissons à l'Est ou que ce soit celles qui peuvent venir ou revenir au Sud, et aussi une perspective de temps long à travers le développement d'une base industrielle et technologique de défense à l'échelle européenne. Et ce sont des sujets sur lesquels j'ai travaillé à travers 2 missions parlementaires sur l'économie de défense et une mission parlementaire sur le retour de la haute intensité. Et cette économie de guerre dont on parle en France, je ne sais pas si le terme est employé en Belgique, elle suppose un certain nombre de conditions, c'est-à-dire une visibilité sur les commandes, et c'est ce que nous essayons de faire avec la LPM à 413 milliards. Elle suppose une régularité dans les dépenses, parce que rien n'est pire que le up and down qui fait qu'une année on dépense beaucoup et que l'année suivante l'industriel ne peut pas planifier. Et puis elle suppose, et je crois que c'est l'occasion de le dire pendant que nous sommes ici chez vous, une vraie volonté de nous fournir chacun dans nos dépenses militaires au maximum auprès de nos partenaires européens. Il y a aujourd'hui des discussions, notamment au niveau de la Commission sur EDIRPA, pour s'assurer que l'argent des Européens aille bien à des projets européens. Et je crois que cette bataille-là, avec les industries de défense que vous avez en Belgique et celles que nous avons en France, ce sont des combats qu'on peut mener en commun, mais qui suppose une volonté de développer l'industrie de défense et surtout de voir que face au monde de plus en plus dangereux dans lequel nous vivons, et ça c'est un des combats de notre commission, la défense, la sécurité et la résilience, ça fait partie de la durabilité. Et il y a, vous savez, tous les débats sur la taxonomie sociale européenne, sur le financement de notre industrie de défense. Si on veut une industrie de défense solide, il faut évidemment qu'il y ait des financements, il faut qu'on cesse d'avoir des labels qui priveraient nos industries de défense de financement. Il y a eu une proposition de résolution européenne qui avait voté à l'unanimité notre commission durant la précédente mandature pour demander que le label finance durable n'exclut pas le secteur de la défense. Et je crois que là, c'est un combat que nous pouvons tous mener pour que notre industrie de défense garantisse une sécurité européenne et aussi de l'emploi sur nos territoires. Alors, je crois que nous sommes partis dans l'idée où on va tous prendre la parole, puisque le président nous l'a proposé. Alors c'est ce que l'on va faire, pas très longtemps quand même. Moi, vous dire
que la Belgique, je la connais un peu, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que ça fait une vingtaine d'années que je viens, sur des thèmes qui sont complètement différents, hein, beaucoup de gastronomie et puis d'accompagnement de chefs d'entreprise, enfin voilà. Mais en tous les cas, vous dire que nous sommes tellement proches que finalement nous nous connaissons relativement bien quand même. Alors avec cette guerre en Ukraine, et cette guerre, ce qui est terrible sur le territoire européen, moi je crois finalement qu'il y a eu des effets qui malheureusement n'auraient peut-être pas dû arriver, mais en tous les cas ont fait que les pays européens se sont peut-être un peu plus concertés et sont un peu plus soudés. Ça, je pense que c'est une caractéristique. Et j'avais des questions, mais par rapport à vous, mais on est plutôt dans l'autre sens, mais compte tenu finalement de là où vous êtes placé, de là où finalement toutes les institutions européennes, c'est vous qui les avez, et les institutions aussi internationales, c'était d'avoir également votre avis sur ce que vous pensiez finalement de la politique de défense européenne. Mais là, il faudrait refaire un tour de table avec tous. Donc là, c'est pas l'objet, on est bien d'accord. Ça sera peut-être l'occasion que l'on fasse l'inverse et que ce soit la commission de la défense en France qui vous reçoive. Mais ça, c'était un sujet qui était important. Et puis d'autre part, finalement, quelle était votre façon de voir sur la défense européenne? Ça a été bien expliqué par notre président. Et vos questions, en tous les cas, j'ai trouvé en effet qu'elles étaient très pertinentes et qu'elles étaient, sans complaisance, très précises, avec évidemment la façon dont vous les voyez, puisque vous avez des sensibilités qui sont évidemment complètement différentes. Concernant peut-être un point, alors sur la dissuasion nucléaire, même si ça a été dit, je crois que dans ce mot-là, il y a déjà la définition dans le titre, c'est le mot de dissuasion. Et la dissuasion telle qu'elle avait été pensée voulait dire que finalement, on n'est pas censé l'utiliser. Moi, ce que je trouve absolument incroyable dans cette guerre quand même en Ukraine, c'est que finalement, on a un dirigeant européen qui est peut-être le seul, je ne parle pas de la Corée du Nord, etc., mais qui a menacé et qui continue à le faire, d'utiliser ce terme, voulant dire peut-être aussi, si vous voulez, qu'il y a des limites dans la façon de vouloir agresser un peu l'Europe, parce que là, il faut qu'on ait cette solidarité quand même entre nous qui est relativement importante, et de dire que la dissuasion nucléaire, je pense, confère à un chef d'État, on le voit pour le territoire français évidemment, une façon, une façon de voir les choses qui lui donne un pouvoir relativement important, y compris finalement dans la diplomatie. Et donc, voilà, moi ce que je voudrais dire, c'est que il est important que l'Europe soit plus solidaire encore, que l'on entretienne ces relations de manière importante, et je trouve que la démarche était très intéressante, et que l'on prenne bien conscience finalement que nous sommes sur un territoire qui a fait l'histoire, qui est agressé et qui finalement doit faire que l'on doit être de plus en plus en concertation et solidaire entre nous. Voilà, je ne veux pas être beaucoup plus long. Merci bien. Merci beaucoup, chers collègues. Beaucoup de choses ont déjà été dites. C'est vraiment un plaisir d'être ici parce que pour moi, la Belgique, c'est le trait d'union entre mes deux pays, la France et l'Allemagne. Quand je vais en Rhénanie, je passe par la Belgique. Donc, c'est très important. Peut-être juste un petit mot un peu plus général. Je crois qu'on ne s'est jamais posé la question, et là, nous, les parlementaires, on a peut-être un grand rôle à jouer. Est-ce que dans l'Union européenne, on est une communauté de destin, oui ou non, ou est-ce qu'on agit chacun de notre côté? Parce que quel que soit le sujet dont on parle, coopération industrielle, interopérabilité et tout, en matière de défense, on touche au régalien et on n'a jamais donné une vraie réponse à cette question, jusqu'où on veut aller. Parce qu'on est aussi des concurrents. Et ça, il ne faut pas se leurrer. Quand on parle de coopération industrielle, on le voit bien avec malheureusement nos amis allemands autour du SCAF. Ça posait quand même pas mal de questions, les retombées économiques, les brevets, voilà. Et c'est des questions auxquelles il faut quand même qu'on réponde un petit peu en toute sincérité. Donc, dans la défense, on est toujours dans le court terme et dans le long terme en même temps. Le court terme, ça fait qu'on achète parfois, comme on dit, sur étagère.
mais en même temps, on a besoin d'une vision aussi de long terme. Quand on parle de souveraineté, ben oui, on est quand même dépendant à 90% en capacitaire des États-Unis. Est-ce qu'on veut rester dans cette situation-là? Il faut au moins qu'on commence à s'en, entre guillemets, libérer un peu, sans mettre bien sûr en cause l'Alliance Atlantique et l'OTAN. Donc on a véritablement besoin. Mais personne ne nous dit que les Américains ne se retournent pas, comme ils ont commencé à le faire, plus vers l'espace Indo-Pacifique. En ce moment, oui, il y a le sujet de l'Ukraine, mais peut-être à un moment donné, justement à long terme, ça se retourne. Et on a un nouveau sujet quand même, qui est le spatial. Ça a été évoqué aussi, la stratégie spatiale qui vient juste d'être présentée. Mais là aussi, on avance un petit peu en fragmentation entre toutes les structures qui se positionnent sur le spatial, entre le civil et les militaires. Et je pense que là aussi, il faut qu'on ait besoin d'une réflexion parlementaire aussi, comment on peut éviter ce qu'on vit déjà, par exemple, à d'autres niveaux, d'avoir 172 systèmes différents d'armement, d'avoir je ne sais pas combien de modèles de chars, combien de modèles d'avions, mais évitons au moins cela au niveau spatial, mais j'ai l'impression que chaque État membre commence à se positionner là-dessus sans être véritablement en coopération. Je crois que les sujets sont véritablement vastes et aussi, peut-être pour finir, chacun d'entre nous, nous avons aussi ce problème, comment créer le lien armée-nation, surtout en temps dans un moment où la guerre est à nos portes et on a besoin de créer de l'acceptabilité pour les dépenses militaires qu'on doit effectuer, alors qu'il y a tellement d'autres sujets pour lesquels on aurait besoin des financements. Donc je nous invite à garder le lien parlementaire. Je crois qu'il est très important de mettre aussi des sujets, c'est l'occasion de mettre des sujets sur la table entre différents composants politiques et nationaux. Et donc merci d'avoir organisé tout cela. Goed, dames en heren, er zijn ondertussen nog wat bijkomende vragen gesteld, maar ik stel inderdaad voor om geen nieuwe vragenronde te openen. Over de Europese defensie is nog ook aangeraakt. Ik denk dat daar ook de standpunten vanuit de Belgische delegatie niet volledig in dezelfde lijn liggen. Dus als u daar het standpunt van het parlement vraagt, zijn daar ook verschillen in toonaarden. Zo gaat dat nu eenmaal. Ik heb ook begrepen dat u geïnteresseerd bent om wat meer kennis te maken met onze werking van de Commissie Buitenlandse Missies. We zullen u, ik engageer mij om u daarover ook nog bijkomende informatie te bezorgen. We hebben daar een goede werking. We kunnen van elkaar ook leren, dus ik zal u die informatie ook bezorgen. En tot slot wil ik iedereen bedanken. Ik denk dat dit een heel goede manier is om... Meneer Flauw, ik zou toch willen afronden, eerlijk gezegd. Als u kort het woord vraagt, is dat meestal niet zo kort. Dus, maar ik geef u 1 minuut de tijd. 1 minuut, alsjeblieft. 1 minuut, alsjeblieft. Simplement, moi, je voudrais rappeler que malgré tout, il y a de bonnes nouvelles. On a acheté les A400M, on va acheter des hélicoptères d'Airbus, donc c'est pas si mal que ça. Le débat sur les 2%, j'entends qu'il se pose chez vous, et le plafond et le plancher, on ne s'est pas prononcé là-dessus. Et sur le F-35, effectivement, on a décidé de ne pas participer au programme parce qu'on espérait un avion européen. Et c'est pour ça qu'on n'a pas participé. Budgétairement, ce n'était pas possible. Mais j'espère qu'on ne va pas commettre la même erreur dans le futur qui s'annonce, parce qu'on voit à nouveau que l'Europe part en ordre dispersé. Et vous verrez qu'à un certain moment arrivera un avion qui ne sera pas un avion européen. Et à nouveau, on se dira, si on avait su, on aurait peut-être pu travailler autrement. Voilà. Il y a aussi... Monsieur, je pourrais poser une question aussi sur le rôle de la mission de M. Sarkozy au Congo. Meneer Flauw. C'était court. Dat was inderdaad heel kort, waarvoor dank. Maar ik zou wel de aankoop van de F-35 niet als een vergissing bestempelen. Maar goed. Vertegenwoordigers van de Assemblée Nationale, bedankt om naar hier te komen. Bedankt voor deze kennismakingsronde. Ik denk dat dat ook een goede basis is om verder te bouwen. Ik wil ook de ambassadeur en de mensen die de contacten gelegd hebben bedanken voor deze organisatie. En uw uitgestoken hand om verder kennis te maken met elkaar neem ik met plezier aan. We kunnen er zeker op verder werken. En ik stel voor misschien
dat we deze zitting afsluiten door hier allemaal naar voren te komen om dan een gezamenlijke foto te nemen. Dus bij deze is het officieel deel van de zitting afgerond. Ik dank iedereen voor de inbreng.